Bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up. Les violences conjugales, on en parle très peu et pourtant elles sont les lots de plusieurs foyers aujourd'hui. Il s'agit d'une réalité tragique qui parfois conduit à la mort. Femmes maltraitées, battues, humiliées, souvent dans le silence. Il y a comme une honte, une gêne à en parler. Check-up va tenter de crever l'abcès, en parler pour aider certaines femmes et aussi souligner les différentes actions qui sont menées notamment sur le plan juridique pour prévenir et sanctionner ces violences. Mais au-delà des lois, quelle prise en charge existe réellement pour ces femmes? Quel accompagnement psychologique leur est proposé? On en parle dans cette émission avec notre invité. En République démocratique du Congo, les violences conjugales sont une réalité et parfois le lot quotidien de certains foyers, mais on n'ose pas trop en parler. Avance là. Mais qu'est-ce que tu as fait de faire? Par honte, juste pour sauvegarder les apparences, des femmes se taisent. Les familles et l'entourage également. Pourtant, les violences conjugales, souvent banalisées, mettent en danger la vie de nombreuses femmes et conduisent parfois à la mort. Selon une enquête du réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre, 26% des femmes dans le monde âgées de plus de 15 ans ont déjà subi des violences de la part d'un partenaire intime. Malgré leur méta, qui entoure généralement les violences conjugales, des voix commencent à s'élever derrière les rideaux. Sous couvert de l'anonymat, une jeune femme de 33 ans, que nous appellerons Julie, a accepté de partager son histoire. 5 ans de mariage, 5 ans d'insultes, des coups et d'humiliations. Jusque-là, elle n'avait pas osé dénoncer. Elle s'était tue par peur, par honte, par dépendance. Séparée de son mari depuis peu, Julie entame aujourd'hui un long chemin vers la reconstruction. Derrière ses gestes mesurés, une force intérieure indéniable, ses blessures n'ont pas réussi à l'éteindre. Ça fait au moins 4 semaines. Semaine de tokabwani vu que toza matata ya fandi na ndenge na nga pe na fandi na ndenge na ngai oyo vraiment komi boye eza première fois de komi boye oyo poser penza divorce na biso eza pona matanga mais bambala misusu eyaka nango arrivaka nango mais to luka kaka ndenge ni to kokobongisa yepa mikitsa ndenge etanke mobali nga pe na mikitsa etanke mwasi na moni esimbi nango te tokabwani. Mais Julie n'est pas un cas isolé. En RDC, elles sont des milliers à vivre la même situation, souvent sans soutien psychologique ni accompagnement. Pourtant, insiste Néné Sambi, psychologue engagé pour le droit des femmes, aucun homme n'a le droit de lever la main sur une femme. Dans le mariage, il y a ces deux partenaires qui arrivent, qui se mettent ensemble. Ils doivent d'abord savoir communiquer sans violence. Mais la majorité de femmes qui viennent vers nous, ils sont déjà dans le processus de divorce. Ça prouve qu'il y en a encore d'autres qui sont encore dans leur foyer, qui vivent ces violences-là, mais qui n'ont pas dénoncé et ils sont encore là. Nous voyons ces fléaux, comment ils sont en train de s'accroître et nous sommes en train de plus en plus constater qu'il y a maintenant des cas même de mort. Soit c'est le mari qui tue la femme, soit c'est la femme qui se suicide. Pour certaines personnes qui disent que les femmes sont impolies, une femme impolie, est-ce que pour l'aider à s'en sortir, le mari doit taper? Je ne pense pas. Il y a plusieurs manières de rééduquer une personne sans violence. À Kinshasa, comme dans les zones rurales, la société commence à s'éveiller. Les campagnes de sensibilisation se multiplient, des voix s'élèvent et l'éducation est de plus en plus mise en avant comme un levier essentiel pour changer les mentalités. Éducation, avant moi ça va là. Pas bon. Donc trop moi na botamina pas bon la saré non comme non misala non. Premièrement net ba net ba batu mususu. Moi sinae ayebo sa misala te
aya bolamba te peut-être mobali abimi 6 heures aye 12 heures bapaya kuti ndako sali te kobeta mwasi ndeti na libala pa mobali awana yana wana solution te mwasi babetaki na maloba mwasi babetaki na makofi te sozo beta opesa susu teti abano continuer ka comportement. Pour certains, par contre, frapper une femme est encore un réflexe ou une affaire privée à régler en famille. Depuis bakoko na biso mwasi soki osakani mpona nga nabetaka mwasi eza na mwasi mosusu oyo likambo eza moke oyebisi eboye moni acomplike yande tobetaka bango. Dans les communautés et sur les réseaux sociaux, la parole se libère. Des campagnes de sensibilisation voient le jour et les témoignages se multiplient. Mais des femmes continuent à être battues et d'autres perdent la vie. Tant que les lois ne sont pas appliquées et les mentalités changées, la sécurité des femmes reste menacée. Bienvenue, docteur. Merci à vous, madame. Vous êtes médecin généraliste à la clinique Ngaliema et actuellement vous êtes en formation, aux études même au Maroc, où vous faites une spécialisation en médecine légale. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois sur ce plateau de Check-up, parce que je dois dire à tous nos téléspectateurs qui sont fidèles à nos programmes que ce n'est pas la première fois pour vous de venir sur ce plateau pour nous apporter votre expérience, votre expertise. Mais aujourd'hui, avec vous, nous allons justement parler d'un sujet très important, je dirais, mais dont on n'en parle pas beaucoup. Je parle des violences conjugales. Docteur, un sujet qu'on a eu le temps de partager, de discuter avec des images en appui. Violence conjugale, docteur. Lorsqu'on parle de ça, ça fait allusion à quoi? À une gifle? Aux insultes? Qu'est-ce qui se passe au fait lorsqu'on parle des violences conjugales? Merci à vous de me recevoir encore une fois sur votre plateau. Les violences conjugales incluent toute forme de violence qui peuvent être physiques, sexuelles ou encore psychologiques, qu'une femme mariée subit dans son foyer. Et évidemment, ce sont des violences qui sont infligées par son partenaire, son conjoint, son époux. Et ces violences posent de nos jours un sérieux problème de santé publique et par ricochet une violation grave des droits de l'homme. Un sérieux problème de santé publique, l'Organisation mondiale de la santé le reconnaît. Au moins une femme sur 3 a déjà été victime de violences de la part de son conjoint, que ce soit dans un couple, c'est-à-dire dans le cadre du mariage ou même en dehors du mariage. Mais ma question, docteur, est-ce qu'il y a-t-il une limite à ça pour pouvoir déterminer exactement le cadre de ces violences? C'est très difficile, d'autant plus que les femmes sont déjà toutes jeunes, victimes des violences de toutes formes. Au moins une femme, comme tu l'as dit tout à l'heure, une femme sur 3 va déclarer avoir été victime, avoir subi toute forme de violence qui peut être physique, sexuelle ou encore psychologique. Et cela commence parfois très tôt, à l'âge de 15 ans déjà. Dans nos milieux, les femmes sont battues, réprimandées, punies, on peut le voir. Et ceci peut continuer tout au long de sa vie, jusqu'à être femme au foyer. Elle continue à subir toutes ces violences-là. Le cadre, il est généralement défini par la loi. C'est au fait autour de la loi qu'il faut discuter de tout ça. Et évidemment, il y a des acteurs qu'il faut associer dans cette discussion-là, notamment les médecins légistes, les hommes de loi, le personnel qualifié, pour essayer d'accompagner cette femme-là de manière à retrouver ses droits, au fait, dans ce contexte-là de violent dans lequel elle vit. L'accompagnement, justement, on va en parler au cours de cette émission. Est-ce qu'on doit dire qu'un homme violent est un homme qui a un problème psychique, ou y a-t-il une thérapie, justement, pour pouvoir résoudre tant soit peu ce problème? Il faut ici rappeler que les violences faites aux femmes ne datent pas d'hier, ni d'aujourd'hui. Rappelez-vous, comme page d'histoire, que dans l'Empire romain, par exemple,
Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait déjà des femmes qui étaient oui. battues. On a qualifié cet événement de l'enlèvement de Sabine. Et en fait, les Sabines, ce sont les femmes qui ont été enlevées dans une autre ville, en dehors de la ville de Rome, qui devait être peuplée par cet empereur-là, qui a organisé une fête. Et pendant ces temps-là, on a surpris les femmes qui étaient dans une autre ville. On les a ramenées dans l'Empire romain. Et pendant plusieurs années, ces femmes ont servi d'esclaves sexuels. Donc aujourd'hui, on peut le dire. Enlevées, séquestrées, battues, exactement, violentées. Et le phénomène, pour dire que le phénomène, il traverse le temps. Et la meilleure des thérapies, c'est de travailler avec l'homme. Parce que la première des personnes qui inflige des violences à la femme, c'est l'homme. La meilleure des thérapies, c'est de travailler avec lui, d'essayer de l'éduquer, de sensibiliser davantage et de faire de lui un véritable partenaire pour endiguer le phénomène. Nous avons tendu quand même le micro à la population. Il y a certains hommes qui disent que ce sont les femmes qui les poussent à être violents. Pour Bassi Bayo Kakate, il y a souvent cette expression-là. Bassi Bayo Kakate. Est-ce qu'il y a aussi une part de la femme je ne partage dans ces pas actes cet de avis. violence? Je ne partage pas cet avis, madame, je suis désolé. Je pense que la femme, c'est elle la victime dans cette situation. La femme subit, au fait. De par sa nature, la femme, en elle, il y a la maternité. La maternité, c'est ce cœur-là qui fait que, bon, voilà, déjà, elle doit être obligée de porter en son sein un être dont elle doit prendre soin pendant 9 mois, jusqu'à accepter que cet être puisse venir au monde par un accouchement. Et cette femme nous accompagne durant toute notre vie. Je ne pense pas que la femme soit l'auteur à la base de ce qui lui arrive. Mais qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui pousse les hommes à être violents? C'est complexe, c'est très complexe. Il faut rappeler que dans notre société, il y a une certaine vulnérabilité en fait, des femmes. Ça existe en fait. Nous voyons comment est-ce que la femme est traitée déjà au niveau de nos familles. Comment est-ce que la fille est traitée par rapport à son frère garçon dans une même famille. Et ça commence déjà là. Et ces inégalités-là continuent en fait jusqu'à un niveau beaucoup plus élevé dans la société. Vous verrez que c'est un peu plus difficile par exemple pour une fille de postuler à un poste de travail quelconque pour être recruté, c'est un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, ces inégalités commencent à être quand même... Les inégalités sont là, madame. Je suis en train de venir. Il y a la masculinité, en fait, l'attitude que nous avons envers la femme. On appelle ça le patriarcat ou encore la masculinité qui domine, en fait. Nous avons tendance à mater, en fait, la femme. Ça, c'est encore un autre problème sur lequel il faut vouloir travailler. Imposer son autorité à chaque fois. Exactement, madame. Et puis, il y a l'impunité, au fait. Il y a l'impunité. J'ai déjà été témoin d'un cas de traumatisme oculaire du temps où je travaillais encore aux urgences dans mon hôpital à la clinique Galima, d'un homme qui a carrément crevé l'œil de sa femme et qui lui a dit tu peux aller accuser où tu veux. Dans tous les cas, c'est moi qui ai versé la somme pour la dot et j'ai peiné pour avoir cet argent-là. Tu ne pouvais pas me répondre comme ça, juste parce que la femme avait osé hausser le ton lors d'une dispute, en fait, d'une discussion conjugale, et voilà. Mais il y a au-delà de tout ça, il y a la tendance, en fait, actuelle, madame, la société est de plus en plus violente. Vous aviez parlé d'un cas un peu particulier où un homme a crevé l'œil de son épouse. Mais docteur, quel est le tableau médical, au fait, que vous avez souvent à l'hôpital lorsque vous recevez des patients? Dans quel contexte viennent-elles? Quels sont les différents problèmes qu'elles présentent lorsqu'elles arrivent à l'hôpital? Lorsqu'elles arrivent, elles sont polytraumatisées, en fait. Elles sont polystressées. Déjà, elle vient d'un contexte conjugal qui est difficile, violent. Et elle a reçu des coups de la part de l'homme qui l'a épousée. Et elle présente des traumatismes qui prennent tout le corps. Et généralement, ce sont le traumatisme crânien que nous recevons aux urgences, et les traumatismes au niveau thoracique, abdominal,
et ainsi de suite. Et ces personnes nécessitent une attention particulière. Elles sont, sur le plan psychologique, elles sont perturbées. Donc il y a une instabilité qui fait que, bon voilà, il faut essayer d'intégrer ça aussi, la composante psychologique. Et tout ça constitue un polystress. Et il faut un cadre où prendre en charge ces personnes. Généralement, elles atterrissent au niveau des salles d'urgence. Et les salles d'urgence doivent être équipées, conditionnées pour prendre en charge de façon optimale ces femmes. Donc on doit dire que le tableau clinique et psychologique laisse à désirer. Il est psychologique, il est physique, on reçoit de femmes victimes d'agressions sexuelles de la part de leurs époux. C'est fréquent, c'est tout un contexte difficile. Mais ça aussi, c'est un cas un peu particulier oui. dans le contexte de nos pays africains. Lorsque vous dites que la femme a été victime d'une agression sexuelle de la part de son mari, ça ne s'explique pas, au fait. Parce que dans les couples, ils se disent, ils sont mariés, quand est-ce que ça change et ça devient une violence? Ils sont mariés, mais ce n'est pas un esclave. Ou ce n'est pas une esclave sexuelle, vous n'avez pas acheté cette personne, vous avez versé une dot en guise c'est une valeur au fait, c'est une somme symbolique que vous versez dans une famille pour faire de cette femme votre épouse. Donc je crois il faut considérer que ce n'est pas un achat. Les femmes le disent. Et il faut aussi prendre en compte le fait que malheureusement notre loi ne criminalise pas de façon explicite jusqu'à présent les violences que subissent les femmes au sein de leur foyer. Heureusement que depuis 2016, les violences sexuelles sont réprimandées. On en parle un peu plus. Oui, on pourra y revenir. Donc ça pose toujours des problèmes. On est toujours un tout petit peu mal à l'aise pour parler des violences sexuelles au sein des couples, mais ça existe, madame. Docteur, la phrase que les femmes sortent parfois, « au bala kingaï, mais au somba kingaïté », est-ce que c'est une façon de se défendre? Et bien sûr, il y a toujours, entre l'agresseur et l'agressé, la personne agressée aura tendance à développer un mécanisme. Il y a un mécanisme de défense, justement, qui peut se traduire par cette insolence, malheureusement. Et c'est des personnes qui se sentent un tout petit peu, parfois oubliées de la société, lorsqu'elles sont violentées dans leur foyer. Et je pense que nous devons y travailler, madame. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un protocole médical ou légal à suivre dans la prise en charge des victimes des violences conjugales? De façon globale, il y a des standards auxquels nous confions, en fait. Les référentiels, ça existe sur le plan international. Je suis de l'école qui essaye d'appliquer ces protocoles-là. Il faut recevoir ces personnes dans un cadre dédié. Il faut une unité, une structure qui ne fait que ça comme travail. Et dans cette structure-là, il y a ce qu'on appelle l'assistance sociale ou l'assistante sociale. C'est des personnes qui sont formées pour accueillir ces femmes victimes des violences, pour leur apporter la bonne information, pour les rassurer, mais surtout pour les orienter, en fait. Donc il y a l'assistante sociale qui fait ce travail-là. Et juste à côté de l'assistante sociale, il y a le psychologue ou la psychologue qui essaye de réconforter cette personne qui est brisée, en fait, dans son amour-propre. Et toutes ces personnes vont ensuite les orienter vers nous. Lorsqu'ils arrivent, elles arrivent chez nous, il y a ce qu'on appelle le consentement. Il faut recueillir les consentements. Donc cette personne doit accepter que tout ce que vous ferez sur son corps, c'est pour son bien avant tout. Et elle va signer un petit document. Est-ce que dans cet état de stress, de traumatisme, il faut prendre le temps de bien expliquer à cette femme le bien fondé de ce que vous voulez faire. Il faut bien parler, il faut lui dire que vous êtes là pour son bien et vous n'êtes pas quelqu'un qui est appelé à faire du mal. Donc vous ne recherchez que son bien. Et vient ensuite, après le recueil du consentement, vient ensuite l'étape de l'examen, en fait. Vous avez un examen somatique, il faut l'examiner de la tête aux pieds, voir s'il y a des lésions au niveau du crâne.
au niveau du cou, du thorax, de l'abdomen ou encore au niveau de tous les membres. Il faut bien documenter ces lésions-là. Généralement, nous prenons également la permission de cette femme avant de prendre en photo toutes les lésions qui sortent de l'ordinaire ou qui sont graves. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai envoyé la photo d'une femme qui voulait prendre le couteau que son homme était en train de porter sur son visage. Et en prenant ces couteaux-là, elle se blessait. Elle s'est blessée elle-même. Gravement. Donc, d'habitude, nous prenons ça en photo, nous prenons sa permission avant tout. Et il y a l'examen, l'étape suivante, c'est l'examen gynécologique. Nous examinons quand même pour voir si cette femme a subi des lésions au niveau de ses parties intimes qui se sont passées contre son gré, quoiqu'elle soit mariée. Nous examinons au niveau gynécologique. Nous examinons également au niveau anal pour voir s'il y a des hommes qui sont violents, qui vont jusqu'à sodomiser leurs épouses. Ça existe. Vient ensuite l'étape de la rédaction d'un rapport. Nous allons rédiger un rapport parce que la plupart des femmes viennent sur réquisition d'un procureur qui nous demande de faire ce travail-là et de dire si les lésions qui sont là sont compatibles avec le dire. Et voilà, madame, la dernière étape, c'est celle-là, c'est la rédaction Docteur, est-ce d'un rapport médical. À vous écouter, on doit dire que la confidentialité est bien respectée dans la procédure? La base de la relation, le fondement même de la relation entre un médecin et un malade, c'est la confiance. Il n'y a pas de médecine sans confiance, il n'y a pas de confiance sans confidentialité, et il n'y a pas de confidentialité sans secret. Donc, pendant mon entretien, je dois rassurer cette dame que ce qui se passera entre elle et moi ne restera que là. Ça reste dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, nos fichiers sont sécurisés. À l'Institut médico-légal où je suis en train d'être formé, les fichiers sont sécurisés, l'appareil photo est sécurisé. Et nous tenons en compte tous ces paramètres-là qui vont avec le secret médical. Là où vous êtes, c'est sécurisé, mais est-ce qu'on peut contextualiser ça dans le cas de la République démocratique du Congo? Vous aviez travaillé pendant longtemps à la clinique Galima dans le service des urgences. Lorsque une femme victime de violences conjugales arrive, est-ce que c'est la même procédure? Est-ce que nos structures sanitaires aujourd'hui sont équipées et font correctement les choses pour aider les femmes à être correctement prises en charge et bien accompagnées? Bon, il y a des efforts. J'ai vu à travers la télé, il y a des efforts qui sont faits dans ces sens-là. Mais j'encourage, je soutiens cette démarche. Mais je suis plutôt de ceux qui plaident pour la création de ce qu'on appelle les unités médico-judiciaires dans les salles d'urgence. Parce que toutes ces personnes, toutes ces femmes victimes des violences atterrissent aux urgences. Donc, nous devons sélectionner certaines personnes, le personnel des urgences, dans les grands hôpitaux dans notre pays, les hôpitaux publics de l'État, bien sûr, sélectionner un médecin ou deux qui sont intéressés, un infirmier ou deux, sélectionner ou recruter un ou une assistante sociale, un psychologue, et former ce qu'on appelle les unités médico-judiciaires comme on voit ailleurs. Et ces unités vont être un maillon de la chaîne, dans un travail en chaîne entre la police qui a mis la main sur le bourreau de cette femme et cette même police qui l'accompagne à l'hôpital. Cette unité va travailler avec l'hôpital qui accueille. Cette unité va travailler avec la justice en même temps et ça va fluidifier le travail et optimiser la prise en charge des victimes. Mais docteur, on a le reportage qui a précédé cet entretien. Il y a des hommes qui disent que c'est des dossiers qui restent dans le foyer. Les femmes parfois se gênent pour en parler. L'homme dit que c'est un réflexe. Je ne l'ai pas fait ça exprès. Mais malheureusement, les conséquences sont parfois graves. Comment faire à ce qu'une femme qui vient à l'hôpital des suites des violences conjugales puisse être prise en charge en tant que telle? Est-ce que lorsqu'elles arrivent, y a-t-il des signes qui montrent que cette femme a été victime des violences conjugales? Je suis bien d'accord avec vous dans le premier volet de ta question. La plupart des femmes ne dénoncent pas, malheureusement, la plupart des femmes au foyer ne dénoncent pas les violences dont elles sont victimes. Elles préfèrent opter pour la loi du silence parce qu'elle a intérêt, selon ce qui se passe dans notre société, à préserver une sorte d'institution, le mariage. Et puis il y a le regard de la société que l'on porte sur la femme divorcée.
Celle-là, elle est divorcée. Vous voyez, entre guillemets, c'est un tout petit peu discriminatoire et nous portons un rejet sur les autres. Pourtant, elle est maltraitée, battue, humiliée même dans son propre couple. Et la plupart, effectivement, la plupart qui arrivent, c'est des victimes de violences physiques pour la plupart. Les violences sexuelles, on en reçoit également, mais en termes de prépondérance, ce sont les violences physiques qui prédominent. Il y a des signes qui alertent. Il y a généralement sur une peau claire, vous pouvez reconnaître que ici c'est un point d'impact d'un coup violent lorsque la peau devient bleue à cet endroit-là. Nous appelons ça en termes médicaux les ecchymoses. Ce sont les ecchymoses qui sont les lésions qui nous mettent la puce à l'oreille que ici cette dame a reçu un coup violent. Il y en a qui arrivent avec des plaies, d'autres arrivent encore avec des fractures. Au niveau des deux mains, je vous ai envoyé. J'ai vu l'image. Je vous ai envoyé l'image de cette femme battue. Ces femmes arrivent aux urgences avec plusieurs signes. C'est un tableau qui est polymorphe. Elles sont sur le plan psychologique déjà déstabilisées, donc il y a un stress sur le plan psychologique. C'est déjà un problème, l'angoisse, l'anxiété. Et il y en a qui arrivent carrément, qui arrivent aussi avec des lésions sur le plan gynécologique et même anal. Donc c'est vraiment un tableau qui réunit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a-t-il, les femmes, elles courent-elles un danger à long terme? Aujourd'hui, ça commence par une gifle. Demain, c'est peut-être le couteau qui est à côté, la chaise qui est à côté, je ne sais pas, le jouet du bébé qui est à côté, qui est lancé. Est-ce qu'à long terme, la femme court des risques? Évidemment, il y a d'abord le retentissement sur le plan psychiatrique. Le fait d'encaisser tous ces coups, le fait de vivre dans un contexte, un climat violent, ça prédispose à développer des problèmes sur le plan psychiatrique, notamment la dépression. Notamment la dépression, les troubles de sommeil, tout ça, ça a un impact sur notre santé. Et sur le plan physique, le fait d'avoir reçu un coup aujourd'hui, un autre coup demain, tout ça, ça ne peut pas te laisser en bonne santé. Il y a un organe qu'on appelle la rate. La rate, par exemple, tu peux recevoir un coup au niveau de l'abdomen, vers ta partie gauche. Tu reçois un coup aujourd'hui, mais elle peut se rupturer une semaine après. Lorsqu'elle se rupture, tu vas faire ce qu'on appelle l'hémorragie interne. Donc, tu fais un hémopéritoine. Et accepter de recevoir les coups tous les jours par un conjoint qui prétend avoir versé une dot, c'est lui donner l'appel avec laquelle elle est en train de creuser ta propre tombe. Exactement. Donc je pense que je ne suis pas là pour révolter la femme, mais je voudrais quand même qu'elle sache la loi est là pour la protéger. La loi est là pour la protéger. Vous êtes en formation justement pour devenir médecin légiste. Docteur, comment faire le lien entre les violences conjugales et la médecine légale? Parmi les attributions du médecin légiste, il y a la prise en charge des coups et blessures. Les coups et blessures qui sont réprimandés par notre loi, dans notre code pénal, en son article 46. Et les personnes dont on parle aujourd'hui sont les femmes, et elles sont citées parmi les victimes les plus en vogue en ce qui concerne les coups et blessures. Donc les femmes sont les personnes qui sont les plus battues et c'est prouvé. Nous l'avons prouvé tout à l'heure qu'une femme sur 3 se plaignait au cours de sa vie d'avoir été battue. Nous avions suivi un témoignage de Julie qui est restée 5 ans dans un couple où il était battu. Exactement, c'est pour ça que nous mettons un accent particulier sur la prévention et la prise en charge des femmes victimes des violences, de sorte à assainir un tout petit peu la mentalité de l'homme, à travailler avec cet homme comme partenaire pour qu'avec le temps nous puissions endiguer le phénomène et réduire son impact. Aujourd'hui, il y a aussi une expression, elle est battue, mais elle reste, donc elle aime ça. Comment déconstruire ces genres C'est un narratif à déconstruire catégoriquement, donc j'ai dit carrément non.
je m'inscris en faux. La femme n'est pas créée pour ne subir que la violence. Je crois qu'elle mérite mieux. Elle mérite le respect de l'homme. Et si nous essayons de la protéger, de l'encadrer, elle finit par jouer un rôle clé dans notre société. Est-ce que sur le plan local, vous pensez qu'on a des ressources, les ressources sont disponibles, adéquates, pour justement empêcher ces genres de choses? Le cadre le référentiel, c'est d'abord la loi. C'est le cadre légal, la loi, la Constitution qui consacre en fait la protection des valeurs fondamentales, les libertés fondamentales, les droits humains. Et je pense que la femme a le droit, comme tout autre, comme l'homme également, à être protégé par la loi. Il y a également le code pénal qui protège la femme, le code de la famille notamment. Et il y a actuellement la vague de féministes qui monte en puissance. Il y a les cliniques psychologiques, juridiques que j'ai vues, et psychologiques aussi, qui sont en train d'apporter une valeur. C'est vraiment une valeur ajoutée et je soutiens ces initiatives. Mais je pense que nous pouvons davantage travailler sur notre loi, de sorte qu'à la renforcer. À la rendre plus efficace. À la rendre plus efficace et beaucoup plus... et permettrait l'accessibilité également de cette femme battue à la justice. À la justice et aux structures des soins. Mais docteur, puisque vous parlez de l'accès à la justice, lorsque une femme subit des violences au sein de son couple, où doit-elle aller? C'est quoi le premier réflexe? Voir un médecin? Voir idéalement, un psychologue? Ailleurs. Je peux parler de ce qui se passe ailleurs. Je peux parler de ce qui se passe ailleurs. J'espère qu'il y aura une corrélation avec ce qui se passe chez nous. Le réflexe après avoir été victime de coups et blessures, le réflexe c'est la police, c'est de déposer une plainte. Il faut commencer par déposer une plainte. Et au sein de la police, il faut qu'il y ait une connexion avec les associations qui accompagnent ces femmes, notamment les cliniques que tu as citées tantôt, juridiques et psychologiques. Et au sein de la police, il faut qu'il y ait des personnes également formées. Il faut qu'il y ait une cellule, en fait, qui ne s'occupe que de ça. Et c'est le brigadier de cette cellule qui va accompagner cette femme au niveau de l'hôpital. Évidemment, avec une réquisition émanant d'un procureur qui va demander au médecin qui va recevoir cette femme. Voilà, pour des examens appropriés. De documenter les lésions et de faire un lien, une imputabilité entre ce qu'elle dit et voilà le... Docteur, on va finir cet entretien, mais j'aimerais quand même vous soumettre à un exercice. Quel message vous pourriez lancer à toutes ces femmes victimes de violences conjugales, mais aussi à ces hommes qui se reconnaîtront dans ce genre de comportement que vous aviez cité tout à l'heure? Mais j'aimerais quand même que vous puissiez faire ce message en lingala, également pour toutes nos sœurs qui vont nous écouter, pour toutes ces femmes qui chaque jour se plaignent du comportement, de la méchanceté, de la violence de leur conjoint. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je commence en français pour finir en lingala. Allez-y. La violence n'arrange rien, elle ne répare rien, elle ne laisse que de traces. La personne qui a été violentée ou victime de violences, c'est la violence encore. Donc la violence entraîne un cycle. Et qui est à la base d'un cercle vicieux. Et cette personne va développer des mécanismes qui feront que, bon, voilà, elle peut se venger, pourquoi pas. Et je voudrais ici décourager les hommes qui sont dans ces genres de pratiques. Des acteurs. Oui, pour arrêter et donner beaucoup plus de respect, montrer beaucoup plus de respect et d'égard à la femme. Surtout à la femme qui vit avec toi, sous un même toit. Et un message en lingala. Elle mérite une certaine dose de considération. Donc ça doit s'arrêter. En lingala, je voudrais koyebisa mibali parce que nga naza munganga oyo azali kosala kelasi oyo eza na kati ya médecine na justice. Mosala na ngai ekozala à un moment donné ekozala kodénoncer soki moto asali eloko songolo ya mabe sur un autre,
ngai justice a kosenga ngana koma mukanda na sala rapport hein, pour que ba établir responsabilité na yo soki osali mabe ya makasi koleka okende na boloko ngai musala na ngai yango wana. Donc message na ngai ezali ko interpeller biso mibali to changer mon comportement, to changer attitude na biso envers basi. C'est vrai que ba pesa biso mo kanda père moko mais violence ebongisaka mingi makambo te ebebisaka au contraire et entraînaka cycle oyo ya kozangisa bato kimia. Et na basi oyo baza victime mais bazokoka koloba te bavandi na bandako bazo continuer ko subir ba situation wana. Et ezali malamu te. La seule façon ya koyede mibali na bango ezali ko dénoncer. Et sengeli bakenda et pas ya soit minganga to ba structure oyo ezali ko mata mikolo oyo ba structure oyo ezali na vocation ya kosunga bango pour que bazwa réparation ya dommage oyo bango basubir. Ba structure wana na moni ba clinique efongwami mwa mingi, ba clinique psychologique, ba clinique juridique. Soki okomi kuna opposer problème na yo bango bayebi ndenge nini bakokotisa yo na circuit. Kofanda kondima mabe mikolo nyonso tout ça eza na intérêt na été. Docteur Barthélémy Mukana Matadi, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de check-up pour parler justement des violences conjugales, un fléau à bannir dans notre société. Vous êtes médecin généraliste à la clinique Ngaliema et vous êtes également aux études actuellement en spécialisation au Maroc dans le cadre de la médecine légale. Et c'est justement pour faire le lien entre la médecine légale et les violences conjugales que vous êtes venu sur ce plateau. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Check-up.